l'ancien royaume de Ceylan jusqu'à son indépendance le 4 février 1948, Sri Lanka est une vaste île ancrée dans l'océan Indien, à une trentaine de kilomètres seulement au sud de l'Inde, sa grande voisine avec laquelle Sri Lanka a énormément d'affinités. Sri Lanka et l'Inde font partie du même plateau continental et les premiers Singalais sont arrivés de l'Inde du Nord. Les soulèvements ethniques toujours actuels de la population tamoule qui occupe le nord-est de l'île limiteront notre découverte de Sri Lanka en sa partie sud-ouest. Mais heureusement, c'est là que se trouve la majorité des curiosités historiques, culturelles et religieuses du pays. La location d'un véhicule avec chauffeur est le seul moyen offert au tourisme individuel de sillonner cette île de 6600 km² avec 1330 km de côte sans avoir à redouter une circulation intense et anarchique encombrant un réseau routier vétuste que se partagent sans discipline camions, autocars, voitures, cyclistes, piétons et animaux divers. Sri Lanka fut longtemps une terre de monarchie et connut successivement 3 capitaines royales, dont Kandy, avant de consacrer Colombo sa capitale républicaine actuelle. La plus ancienne d'entre elles, Anuradhapura, fut capitale de 250 avant Jésus-Christ jusqu'en 1017. Autant dire que les quelques ruines qui y subsistent, éparpillées sur 40 km², néanmoins toutes identifiées, relèvent maintenant des fouilles archéologiques conduites par l'UNESCO. Les principaux vestiges sont concentrés au monastère d'Abhayagiri, avec un magnifique bassin royal que nous avons vu tout à l'heure, divers édifices et surtout un remarquable réfectoire avec son bac de pierre pour le riz qui devait remplir chaque midi les bols de quelques 5000 moines. La seconde capitale, Polonnaruwa, ne fut érigée qu'à 90 km au sud-est de la première. Elle ne connut que 3 rois entre 1055 et 1196 avant d'être abandonnée et engloutie par la jungle qui préserva quelque peu ses édifices. Chacun des rois fit bâtir son propre palais. Aussi, le site rivalise-t-il de vestiges plus imposants les uns que les autres, plus riches et mieux conservés, terrain de jeu apprécié de certains animaux. Derrière les murs massifs de la citadelle, on peut encore découvrir les impressionnants vestiges d'une bibliothèque, d'un pavillon de bain et surtout d'une salle d'audience dont subsiste l'accès gardé par des lions de pierre et des colonnes ouvragées.
Les ruines de plusieurs temples se dressent également dans l'enceinte du palais, avec leurs porches toujours ornés par la fameuse pierre de lune, pierre hémisphérique gravée, disposée au seuil de chaque porte. Mais que ce soit à Anuradhapura ou à Polonnaruva, les vestiges royaux côtoient immanquablement les vestiges du bouddhisme, seule doctrine religieuse de l'époque à Sri Lanka. Ce sont les monastères de ces capitales royales qui, à l'époque, amassaient par donation des terres et des biens et qui devenaient ainsi riches et puissants. Ainsi, le Galvihara, monastère de pierre de Polonnaruva, est particulièrement majestueux avec un Bouddha debout de plus de 5 mètres de haut, intrigant de par ses bras croisés, et un Bouddha couché de plus de 14 mètres de long, remarquablement ciselé dans une pierre très difficile à travailler. Autre haut lieu de l'antiquité sri-lankais, Sigiriya est un palais-forteresse royal érigé sur un rocher isolé et escarpé de 200 mètres de haut par le roi Kassapa Ier entre 478 et 497. C'est un conflit familial qui fut à l'origine de cette impressionnante réalisation dont la construction dura 18 années. Entrecoupé de multiples volets de marche, un sentier vertigineux s'accroche à la roche et mène au premier niveau de la forteresse. En chemin, l'ascension est agréablement interrompue par la présence inexpliquée d'admirables fresques protégées par de curieuses grottes. Ce sont les célèbres demoiselles des nuages. Ces dessins d'une grande liberté sont de superbes œuvres d'art rupestres remarquablement bien conservées. Dissimulé entre deux énormes pattes de lion en briques, un nouvel escalier, toujours plus impressionnant, monte à l'assaut du palais des nuages. Au sommet, on ne trouve bien sûr que les ruines du dit palais, un palais qui dominait les magnifiques panoramas d'une nature sauvage dont la vue imprenable s'étendait jusqu'à l'horizon.
palais royal fut détruit au VIe siècle. Il est impossible aujourd'hui d'identifier la fonction initiale de chaque bâtiment. Seule une belle citerne, de la taille d'une piscine, surplombe encore des jardins disparus. Quant à la descente, elle est encore plus périlleuse que la montée. Un vrai défi sportif sous un climat tropical, chaud et humide. Les sites archéologiques royaux de Sri Lanka et les divers lieux de vénération du bouddhisme sont très nombreux et se confondent au centre du pays. Dans les temples bouddhistes, ces immenses cloches ou dômes immaculés s'appellent dagobas. Ils abritent généralement un coffret de pierre qui contient une relique ou un objet sacré. Au sommet du dagoba se trouve la maison des dieux ou Karmiya. Minitale est l'un des plus importants lieux de pèlerinage du pays et des milliers de fidèles s'y rendent chaque année. Pour accéder au sanctuaire, les fidèles doivent emprunter un interminable escalier aux marches usées par des générations de moines et de pèlerins qui les ont gravis au fil des siècles. Autre haut lieu du bouddhisme sri-lankais, où les pèlerins affluent à longueur d'année, la grotte monastère de Dambulla, qui remonte au 1er siècle de notre ère. Tatiyampi aham bhante sarana silang yachami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. Ce lieu de prière très fréquenté se compose d'une succession de 5 grottes taillées dans la roche et renfermant, selon les salles, des quantités de statues et de statuettes de Bouddha, des grands rois, le roi divin, etc. La grotte la plus admirable étant celle dite du Maharaja, qui abrite les statues côte à côte des dieux Vishnu et Saman sous de magnifiques fresques hautes en couleurs. Tatiyampi sanghang saranang gacchami sarana gamanang sampunnang amabhante panatipata viramani sikkhapadang adinnadana. Le dagoba de Ruvanveliseya est l'un des plus beaux et des plus grands de Sri Lanka. Il s'élève à quelques 90 mètres au-dessus d'un espace de ruines archéologiques et de végétation. Sa plateforme carrée est soutenue et entourée par une fresque ne comptant pas moins de 344 éléphants sculptés et peints et qui, à l'origine, arboraient de vraies défenses en ivoire. Comme pour tous les dagobas, les fidèles doivent faire le tour de l'édifice dans le sens des aiguilles d'une montre et disposer leurs offrandes sur des autels situés au niveau des porches aux 4 coins cardinaux. Mala gandha vilepana dharana mandana vibhusanattana veramani sikkhapadang Uccasayana mahasayana veramani sikkhapadang
ජාත රූප රජත පටිග්ගහනා වේරමණී සික්ඛාපදං ඕකාසකාරුඤ්ඤං කତ୍වා තිසරණේන සහ සීලානි දේතමේ භන්තේ අහං භන්තේ සරණ සීලං Le Mahavihara, ou temple de l'arbre beau, est l'un des endroits les plus sacrés de l'île. En effet, d'après la légende, il y fut rapporté un rameau du figuier sous lequel le Bouddha trouva l'illumination. Il remonte à l'époque où le bouddhisme fut introduit à Sri Lanka, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et jouit toujours d'une ferveur religieuse intarissable sous ses banderoles votives qui s'usent avec le temps. Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi. Et voici Kandy. La statue moderne d'un Bouddha domine cette troisième ancienne capitale de Sri Lanka, qui fut le siège de la royauté de 1592 à 1815, couvrant le règne de 8 rois. Cette ville de plus de 100 000 habitants jouit d'une admirable situation de par son environnement, ses espaces verts et son grand lac artificiel. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Le palais royal et le célèbre temple de la Dent font partie d'un même ensemble de bâtiments se dressant au bord du lac. La précieuse relique de la Dent est conservée dans le temple d'Alada Maligarva, recouvert d'un toit scintillant à caissons dorés. Il s'agit en fait de la canine supérieure gauche du Bouddha, qui est enfermée dans 7 cassettes dorées dans un autel couvert de fleurs de jasmin. Très rares sont les personnes qui ont eu l'honneur d'apercevoir cette fameuse dent sacrée, d'ailleurs, y en a-t-il seulement eu. Une longue file de visiteurs s'étire 3 fois par jour, aux heures de la Poya, pour venir vénérer cette précieuse relique, tandis que des musiciens annoncent la cérémonie avec des roulements de tambours voilés et des airs de flûte aiguë. Les autres salles du Palais Royal ont été transformées en musée national. Et l'ancienne salle d'audience, faisant aussi partie de ce musée national, expose de nombreux tableaux représentant la vie de Bouddha. Kandy est une ville dynamique, mais victime de sa construction d'origine, conçue non pas pour des fins commerciales ou bourgeoises, mais pour être uniquement la résidence des rois, des dieux, des dignitaires et des sujets, d'où d'importants problèmes de circulation urbaine. Chaque jour, après la visite du temple de la Dent, à la Poya du soir, des spectacles de danse traditionnels sont proposés aux visiteurs. Elle se compose de danses de la région de Kandy, mais aussi de la danse de Kolam, qui, sous l'aspect de masques sophistiqués, représente les personnages du roi et de la reine, censés être les précurseurs de ces danses masquées.
Datant de la domination britannique au XIXe siècle, la forêt royale de Kandy fut transformée en jardin botanique de Peradeniya, de renommée mondiale, renfermant des espèces d'arbres rares plantés en souvenir par des personnalités du monde entier. Les jardins hébergent également, dans de hautes branches, une impressionnante colonie de chauves-souris rompant le silence traditionnel des lieux. À partir de Kandy, pour rejoindre la côte sud de l'île, une route sinueuse et toujours encombrée monte à l'assaut du pays des montagnes. Certains sommets dépassent les 2500 mètres d'altitude. C'est une région verdoyante, fraîche et très agréable par rapport au climat ambiant du reste du pays. Cette région montagneuse est particulièrement propice à la culture du thé qui a remplacé celle du café vers les années 1870. Le thé de Ceylan est célèbre et a trouvé ici un terrain idéal pour y prospérer. Avec une production annuelle de plus de 200 000 tonnes, Sri Lanka est le troisième exportateur de thé au monde après l'Inde et la Chine, ce qui représente entre 20 et 25% du revenu total des exportations. « 2200 km² de plantations couvrent ces régions montagneuses en rangées régulières, striant chaque versant exploitable que les Cingalais travaillent avec soin. Les femmes assurent la cueillette. Le thé se récolte tout au long de l'année. Plusieurs fois par jour, des groupes de cueilleuses en sari coloré cueillent le bouton et les 2 premières feuilles de chaque nouveau plant. Quand leurs 2 mains sont pleines, elles jettent leur cueillette dans le sac par-dessus leurs épaules. Quand elles ont fini la parcelle qui leur était impartie, les femmes se rendent au lieu de collecte, au bord d'une route, où leurs sacs sont pesés avant d'être ramassés et emmenés vers l'une des 700 fabriques de thé du pays.
Toujours plus haut dans la montagne, à travers des paysages grandioses et verdoyants, la route arrive à Nuwara Eliya, une des villes les plus en altitude du pays avec 1905 mètres. Ancienne station thermale à l'époque britannique, la ville est fréquentée par les Européens souffrant de maladies tropicales. Avec 30 000 habitants, ses rues animées, ses commerces, son lac, son terrain de golf, son champ de course, son grand hôtel et son parc de Victoria, Nuwara Eliya est une ville très agréable et très british, avec un petit air de village alpin. Passé ce point culminant de Sri Lanka qu'est Nuwara Eliya, la route dévale le versant sud de ce pays des montagnes et rejoindra la mer beaucoup plus loin. En cours de route, il n'est pas rare de rencontrer quelques édifices religieux, qu'ils soient bouddhistes ou hindouistes, les deux religions prédominantes du pays, avec les musulmans et les catholiques depuis la visite du pape en 1995. Ici, un temple hindou dédié à Parvati, la femme de Shiva, avec sa tour d'entrée colorée, le Kovil, qui invite les fidèles à la prière et aux offrandes. Au bout de plusieurs heures de trajet, la route parvient à Tassima Arama, l'une des portes d'entrée du célèbre parc national de Yala, au sud-est de l'île. Les pistes du Yala National Park sillonnent 1572 km² de réserves végétales et animalières. Ouvert dès 1908, ce vaste parc compte de nombreux représentants d'espèces animales diverses et nous en avons rencontré quelques-unes dans leur milieu naturel. Crocodile des marais, la tantale asiatique, plus connue sous le nom de cigogne indienne, le pan, toujours majestueux, des oiseaux divers et multicolores, des singes macaques et des singes en telle, des mangoustes rayées, des varans,
des gazelles, appelées ici sambas, des sangliers, des buffles d'eau, des ours lipus de couleur noire qui se nourrissent de termites, enfin des éléphants qui forment naturellement l'attraction principale de ce parc. Le parc national de Yala s'étend jusqu'au rivage de l'océan Indien, dont la bande côtière, avec ses barrières de dunes et ses lagons entourés de palétuviers, est un paradis pour les animaux aquatiques. Nous sommes à présent sur la côte sud de Sri Lanka, une région plus peuplée que l'intérieur du pays, un petit paradis tropical propice à la pêche et au tourisme. Sur cette côte se trouvent entre autres deux villes importantes, Galle et Matara, dont les noms sonnent encore dans notre esprit, puisque frappées de plein fouet, comme toute la côte que nous allons suivre maintenant, par le terrible tsunami du 26 décembre 2004. Combien de pêcheurs auront survécu à cette catastrophe naturelle? Dieu seul le sait. Ici, la population est très pauvre. Les cases sont construites sous les palmiers, tout au bord de la mer, qui leur sert à se procurer de la nourriture à moindre frais. Les pêcheurs travaillent tout le long de la côte, en ne s'éloignant pas trop du rivage, car la plupart de leurs bateaux, des barques à balancier taillées dans un tronc d'arbre, sont trop archaïques. On voit fréquemment des gens qui viennent aider les pêcheurs à aller les filer sur la plage pour y ramener parfois une maigre pitance de la mer.
C'est aussi sur cette côte que se trouvent les plus importantes infrastructures touristiques, une des ressources primordiales du pays, surtout depuis ces dernières années. Sur cette côte, les plages idéales pour la baignade se succèdent sans discontinuer, égrenant des centaines d'hôtels comme les perles d'un collier, allant de la simple petite auberge locale au somptueux palace international. Aussi les touristes sont-ils reçus aux petits soins et jouissent-ils de très agréables conditions de séjour pour le peu qu'ils ne viennent pas à l'époque de l'une des deux moussons à Noël. Certains touristes, conquis par l'accueil chaleureux des Sri Lankais, n'hésiteront pas à sceller un mariage typique local sous les palmiers de la plage avant d'effectuer un petit voyage de noces sur le dos d'un éléphant splendidement carapassonné dans la plus pure tradition des fêtes rituelles du pays. Peut-être encore, d'autres touristes souhaiteront-ils s'écarter quelques heures des plages animées de leurs hôtels pour savourer la paix et la quiétude d'une promenade en barque sur les eaux calmes de la mangrove qui s'étend au-delà de la voie ferrée jusqu'aux rizières lointaines. C'est là que se trouve la végétation la plus luxuriante de la côte, véritable abri naturel pour les milliers d'oiseaux sauvages qui l'habitent en toute tranquillité. Heureux héritage de l'occupation britannique, le train reste encore un moyen de transport très utilisé par les Sri Lankais, bien que plus cher et plus long que le transport en autocar. Le réseau est vétuste et lui aussi a sans doute été très endommagé par le tsunami, car la voie ferrée n'hésite pas à côtoyer au plus près les vagues de l'océan Indien.
train ralentit en traversant les faubourgs de Colombo et parvient enfin à la gare centrale de la capitale où règne une grande activité. Dernière étape de notre voyage à Sri Lanka, Colombo, la capitale actuelle peut paraître à la fois plaisante et terne, sans cacher. C'est selon l'avis de chacun. Une chose est certaine, c'est une grande ville, donc une ville fatigante, avec tous les désagréments de toutes les grandes villes du monde, à commencer par une circulation intense, désordonnée et bruyante. Cet ancien comptoir commercial portugais compte maintenant plus de 3 millions d'habitants et a connu un essor considérable à la fin du 19e siècle avec la construction de son port et de la voie ferrée conduisant à l'ancienne capitale, Kandy. À vrai dire, et bien que Colombo soit encore considéré comme une ville verte, le centre de la ville n'a rien de bucolique et il faut véritablement chercher dans le dédale de ces divers quartiers des vestiges du passé. Seuls quelques temples bouddhistes ou hindouistes doivent encore se considérer comme un havre de paix et de sérénité au milieu de l'agitation urbaine. Par exemple, gardé par un cobra pour touristes, le temple hindou dédié à Skanda dresse son covil dans une petite ruelle isolée de Slave Island. Ou encore, au milieu du lac Beira, le sanctuaire bouddhiste de Sima Malaka, qui possède des statues taille du Bouddha, est un lieu prisé de méditation pour les habitants de la capitale. Mais Colombo est définitivement passé au XXIe siècle avec la construction en plein centre-ville, dans le célèbre quartier dit du Fort, de tours impressionnantes de 34 étages qui se reflètent dans leurs parois de verre et qui forment, avec d'autres bâtiments du même type, l'emblème d'un avenir en pleine expansion, écrasant un passé colonial révolu. Une terre royale et pieuse, une mosaïque culturelle, des richesses inestimables diversifiées, un essor économique certain, autant d'atouts qui font de Sri Lanka un pays magique, haut en couleurs et de par sa pauvreté particulièrement attachante. Il est impossible aux touristes de rester insensibles à son charme, une attirance dont Sri Lanka a de plus en plus besoin au jour d'aujourd'hui, et il faut découvrir sans tarder cette envoûtante destination.